registre qui s'effectue à l'occasion de la déclaration à l'état civil, de la demande d'un titre d'identité ou de l'entrée sur le territoire national, il est délivré sans frais aux pétitionnaires un justificatif d'identification. Au titre du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret déterminant les spécifications fonctionnelles et techniques minimales du Registre national des personnes physiques, en abrégé RNPP. Les spécifications techniques retenues pour la mise en œuvre du Registre national des personnes physiques organisent un système d'identification de base robuste, interopérable et dynamique avec des solutions informatiques neutres et flexibles de nature à prévenir l'inféodation du système à un fournisseur et à limiter les coûts. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique des périmètres mis en réserve du projet de construction de 3 échangeurs à Abidjan. Cette mesure intervient en prélude au lancement des travaux de construction de 3 échangeurs prévus sur le boulevard François Mitterrand, précisément au carrefour de l'école de police, de la Riviera 3 et de la Riviera Palmeraie, en vue d'améliorer significativement la fluidité routière dans la capitale économique. Au titre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité interministériel de protection de l'enfant. Ce comité est chargé d'assurer la coordination, la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale de la protection de l'enfant, en abrégé PNPE. Il instaure en la matière un cadre multidisciplinaire de coopération entre les différentes entités intervenant dans la formulation des politiques et stratégies de protection de l'enfant. Cette plateforme d'échange et d'action permettra de définir une vision commune et d'assurer une meilleure cohérence des différentes interventions des acteurs institutionnels et associatifs. Au chapitre des mesures individuelles, au titre du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination des membres de la Commission centrale de la Commission électorale indépendante CEI. Ainsi, le projet de décret a pour objet l'application de la loi du 5 août 2019 portant recomposition de la Commission électorale indépendante, modifiant la loi du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la CEI. Pour rappel, la loi sus-mentionnée est le résultat du dialogue inclusif entre le gouvernement et les acteurs politiques ainsi que les organisations de la société civile en vue d'obtenir un organe consensuel en charge des élections en Côte d'Ivoire. Au terme des dispositions de l'article 5 de cette loi, 15 personnalités sont nommées pour siéger au sein de la commission centrale de la CEI sur proposition de différentes entités comme suit. Une personnalité proposée par le président de la République, une personnalité proposée par le ministre chargé de l'administration du territoire, 6 personnalités issues de la société civile, dont un avocat, une personnalité proposée par le Conseil national des droits de l'homme et 4 personnalités proposées par les organisations de la société civile. Un magistrat proposé par le Conseil supérieur de la magistrature, 3 personnalités proposées par le groupement politique au pouvoir, 3 personnalités proposées par des groupements politiques de l'opposition. Ces entités prescrites par la loi ont transmis au ministre chargé de l'administration du territoire, qui les a saisis à cet effet, les noms des 15 personnalités proposées. Ainsi sont nommés membres de la commission centrale de la commission électorale indépendante, les personnalités ci-après. M. Kone Sourou,
proposé par le président de la République. M. Ibrahima Bayo, proposé par le ministre chargé de l'administration du territoire. M. Koulibaly Kuibert, magistrat, proposé par le Conseil supérieur de la magistrature. M. Kwame Adjoumani Pierre, proposé par la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire, Poésie. Madame Sanogo Salimata, épouse Porqué, proposée par la plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la paix, la démocratie et la gouvernance. Madame Yoli Bi Kone Clentio Marguerite, proposée par la plateforme des organisations de la société civile pour des élections apaisées, crédibles et équitables en Côte d'Ivoire. Monsieur Julien Fernand Gauze, proposé par le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale. Maître Yapobi Keti Yolande, né Niaba, avocat près la Cour d'appel d'Abidjan, proposé par le barreau. Monsieur Bamba Sendo, proposé par la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Monsieur Traoré Mefwa, proposé par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, groupement politique au pouvoir. Monsieur Ebrotier Émile, proposé par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, groupement politique au pouvoir. Monsieur Adja Awo Serge Alain, proposé par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, groupement au pouvoir. Madame Lagou Adjoa Henriette, proposé par le GPP, AID-UMP et le Renouveau démocratique, groupement politique de l'opposition. Monsieur Dougou Alain, dit Goba Maurice, proposé par l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, AFD-CI. Monsieur Yapi Yapo Dodé, proposé par la Ligue des mouvements pour le progrès, LMP. Au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Philippe Poinceau en qualité de coordonnateur résident des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. M. Zolani Nsosissa en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Afrique du Sud près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. M. Vael Ibrahim Badawi Eschek en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. M. Senkoun Abderrahman Kamara en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Monseigneur Paolo Borgia en qualité de nonce apostolique près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Au chapitre des communications, au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a entendu une communication relative à la participation de Monsieur le vice-président de la République à la 5e réunion de haut niveau du comité directeur du Centre de développement de l'OCDE et au dialogue de haut niveau avec l'Afrique qui se sont tenus du 19 au 22 mai 2019 à Paris, en France. Au cours de la rencontre de l'OCDE, le vice-président de la République a souligné les inégalités croissantes de revenus et de richesses entre les individus, inégalités susceptibles de compromettre gravement le contrat social et à terme le processus de développement en général. Aussi a-t-il invité les États à utiliser l'éventail d'instruments de politique nationale, en particulier la protection sociale universelle, qui permettent de combattre ces inégalités. De même,
La réunion de dialogue de haut niveau avec l'Afrique a permis au vice-président de la République de mettre l'accent sur l'urgence pour l'Afrique à agir avec célérité afin de favoriser le développement du secteur privé, notamment l'éclosion de champions nationaux, gage de développement plus endogène et de progrès économique et social plus inclusif. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a entendu une communication relative à la participation de M. le vice-président de la République à la 108e session de la Conférence internationale du travail de l'Organisation internationale du travail, en abrégé OIT. Le thème de cette session était « Bâtir un avenir avec un travail décent ». Elle a été l'occasion pour le vice-président de la République, représentant le président de la République, de relever les nombreux motifs de satisfaction au profit de l'action de l'OIT qui a humanisé le monde du travail en le construisant sur les principes fondamentaux de justice, de sécurité du travail et de respect de la dignité humaine. Toutefois, il a exhorté l'organisation à persévérer sur ses acquis sociaux par le renforcement du contrat social et la promotion du travail décent et durable. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a entendu une communication relative à la participation de M. le vice-président de la République à la 23e édition du Forum économique international tenu du 4 au 7 juin 2019 à Saint-Pétersbourg, en Russie. À l'occasion de cette importante rencontre qui s'est déroulée autour du thème « Créer un programme de développement durable », le vice-président de la République était l'invité d'honneur du panel de haut niveau sur l'avenir des relations entre la Fédération de Russie et l'Afrique. Lors de ces assises, le vice-président de la République a salué l'architecture du nouveau cadre de coopération gagnant-gagnant entre la Russie et les États africains qui devrait contribuer à bâtir l'Afrique voulue par les Africains, à savoir une Afrique intégrée, prospère et pacifiée. En marge du forum, le vice-président de la République s'est entretenu avec de hauts représentants de la vie politique et économique de la Fédération de Russie relativement à l'intensification de la coopération économique entre nos deux pays. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'adhésion de la Côte d'Ivoire à la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, en abrégé AIIB. L'AIIB est une banque multilatérale créée en octobre 2014 en République populaire de Chine. Elle intervient dans les pays en développement dans le cadre des investissements portant sur le renforcement des infrastructures de développement et la chaîne de valeur des secteurs productifs. L'adhésion de la Côte d'Ivoire à cette institution financière internationale permettra de capter davantage de capitaux attractifs pour le financement des projets d'infrastructure prévus au plan national de développement. Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative à la situation des opérations de passation des marchés publics au deuxième trimestre 2019. Les opérations de passation de marché à fin juin 2019 ressortent à 1726 marchés approuvés en nombre contre 1592 à la même période en 2018, soit une hausse de 8,4%. Le montant des marchés approuvés s'élève à 553,6 milliards de francs CFA, contre 638,6 milliards de francs CFA en 2018, soit une baisse de 13,3%. Les procédures concurrentielles représentent 72,5% des marchés approuvés à fin juin 2019, contre 86,7% à fin juin 2018. Les procédures non concurrentielles représentent 25,1% du montant des marchés approuvés à fin juin 2019, contre 12% à fin juin 2018.
Les procédures simplifiées totalisent 2,4% des marchés approuvés, soit 1,7% pour les procédures à compétition limitée et 0,7% pour celles à compétition ouverte. Les efforts de simplification et d'allègement des procédures, des conditions de participation aux appels d'offres mis en œuvre par le gouvernement ont permis de baisser le délai moyen de passation des marchés de 4 jours, passant ainsi de 105,8 jours à fin juin 2018 à 101,5 jours à fin juin 2019. Ces mesures ont également favorisé la part des marchés attribués aux PME qui enregistre une hausse de 16,8%, passant de 14,4% à fin juin 2018 à 31,2% à fin juin 2019. Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au bilan 2018 et aux perspectives de la mise en œuvre du schéma directeur de la réforme des finances publiques 2018-2020. Le plan d'action 2018 du schéma directeur de la réforme des finances publiques a été construit autour de 8 axes stratégiques composés de 165 activités. À fin 2018, l'axe prioritaire, l'axe 1, intitulé « Fiscalité et gestion des recettes de l'État », enregistre le meilleur niveau de performance avec un taux d'exécution de 69,7%, porté par des réformes ayant contribué au renforcement du recouvrement et à la sécurisation des recettes de l'État à travers la digitalisation des procédures de déclaration de paiement des impôts. Les axes liés à la gestion des finances publiques et des collectivités territoriales et à la passation des marchés publics ont montré moins de performance avec un taux moyen d'exécution de 30%. Aussi, le plan d'action 2019-2020 du schéma directeur de la réforme des finances publiques a été non seulement bâti sur la base de mesures d'amélioration de la performance de notre pays au titre du programme d'examen des dépenses publiques et d'évaluation de la responsabilité financière, mais également en tenant compte des activités non exécutées ou non achevées de 2018 ainsi que des activités prévues en 2019. Ainsi, le plan d'action 2019-2020, comprenant 66 actions déclinées en 213 activités, et ainsi le plan d'action 2019-2020 comprend 66 actions déclinées en 213 activités. Au nombre des priorités figurent le basculement au budget programme et le renforcement des capacités des ministères techniques à l'utilisation du nouveau système d'information budgétaire. Enfin, mesdames et messieurs, le chapitre des divers. Au titre du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le Conseil a entendu une présentation du préfet du département de Kwasi-Kwasi-Kro, préfet par intérim de la région d'Unzi, qui a présenté à la demande du président de la République une communication relative à la situation administrative et socio-économique de la région d'Unzi. Cette communication a, dans un premier temps, présenté les données géographiques et l'organisation administrative de la région d'Unzi et, dans un second temps, dressé un état des lieux, des infrastructures et des activités socio-économiques de la région avant d'évoquer les difficultés auxquelles la région est confrontée, ainsi que, bien sûr, les attentes des différentes populations. Le Conseil a noté avec un grand intérêt ces différentes préoccupations et s'est engagé à y apporter les réponses appropriées. Mesdames et messieurs, nous terminons ainsi le compte-rendu du Conseil des ministres et j'aimerais vous donner la parole pour des questions que vous souhaiteriez poser sur le contenu de ce compte-rendu.
Monsieur le ministre. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Allez-y, madame, je vous en prie. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame. Je me présente, c'est Viviane Aïmin, RTI. Alors, monsieur le ministre, ma question concerne le projet de décret relatif à l'enregistrement au registre national des personnes physiques. Il s'agit de quoi exactement? C'est la carte d'identité? C'est quoi exactement? Merci beaucoup, madame. Madame, vous vous souviendrez que l'État de Côte d'Ivoire a adopté déjà plusieurs mesures nous permettant d'arriver à terme à la finalisation de notre dispositif qui va nous permettre d'avoir la carte nationale d'identité. Et c'est ainsi que déjà en mai 2018 a été adopté le registre national des personnes physiques qui sera la base de données où seront enregistrés tous les différents citoyens ivoiriens. Et donc c'est vraiment dans la même veine que ces différents décrets d'application de la loi en question nous permettent que nous élaborons pour pouvoir aboutir au même résultat. Donc aujourd'hui, il est dit que tout individu devra bien sûr avoir ce numéro d'identification, mais de façon gratuite. C'est une des conditionnalités qui nous permettront d'avoir les différents financements nécessaires pour l'aboutissement du projet d'identification en Côte d'Ivoire, essentiellement auprès de la Banque mondiale et de d'autres différents partenaires financiers qui viendront compléter la ressource État dans ce dispositif. Donc, complémentairement à l'attribution du numéro national d'identification qui est gratuit, complémentairement à celui-là, les conditions d'encadrement de la mise en œuvre du dispositif d'enrôlement sont en train d'être élaborées. En l'occurrence, il est apparu relativement à l'expérience passée que nous avons eue sur les différents projets, il est apparu nécessaire d'encadrer le fait que tout développement informatique qu'on devrait mettre en place dans le cadre du déploiement du dispositif d'identification, tout produit informatique devrait être ouvert, rigide, de sorte à permettre l'interopérabilité des différentes solutions qui viendraient et réduire ainsi les coûts pour l'État, dans le cadre où on voudrait associer différents fournisseurs nouveaux dans la mise en œuvre de notre dispositif. Donc, en somme, nous avons un décret qui dit qu'aujourd'hui, l'attribution du numéro d'identification nationale est gratuite. Et le second décret qui nous dit que les solutions informatiques qui vont être déployées seront des solutions qui seront ouvertes. Voilà, pour permettre l'interopérabilité entre les différents opérateurs qui pourraient intervenir aujourd'hui, mais aussi dans l'avenir, dans le déploiement du dispositif informatique. Voilà. Monsieur le ministre, bonjour. Oui. Je suis Radi Razak Ulfrid de la Radio de la Paix. Oui. Ma question va porter sur les préoccupations des populations. Nous sommes dans la région du Nzi. Vous avez noté tout à l'heure que le gouvernement a pris bonne note des préoccupations qui ont été soulevées par le préfet de région. Je voudrais savoir si on peut avoir quelques actions qui seront menées pour que cette région-là puisse retrouver un souffle nouveau, parce qu'on sait qu'elles sont nostalgiques depuis la fête de l'indépendance qui a eu lieu ici en 1975. Merci, monsieur le ministre. Je pense que les populations ont vraiment raison d'être nostalgiques, mais il faut aussi, le disant, juste faire un état des lieux en entendant de dire ce que la visite d'État du chef de l'État va apporter aux différentes populations.
j'aimerais juste relever qu'au titre de l'électrification rurale, de 1960 à 2011, ce sont 64 localités qui avaient été électrifiées dans cette région sur 205 localités. Donc, et depuis cette date, c'est-à-dire 2011 jusqu'en 2018, nous avons eu 19 localités supplémentaires qui ont été électrifiées. Et depuis le lancement du programme social du gouvernement, c'est-à-dire janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui, septembre 2019, nous avons eu 16 localités complémentaires qui ont été électrifiées. Donc, soit un total de 35 localités de 2011 à 2019 sur les 104 qui avaient été électrifiées depuis 1960. Donc, l'ambition du gouvernement relativement à l'électrification dans la zone, c'est de faire 49 autres localités supplémentaires d'ici le mois de décembre 2020. Donc, vous voyez, nous allons ainsi doubler, plus que doubler, les efforts qui ont été consentis de 1960 à 2011 dans cette période. Pour notre période, en tout cas, nous allons doubler les différents efforts. Relativement à la santé, j'aimerais juste faire l'observation que ce sont près de 281 millions de francs CFA qui ont été investis dans la région depuis 2011. Pour l'essentiel, il y a une liste de projets qui peuvent être mis à votre disposition. Relativement à l'éducation, je voudrais vous faire porter à votre connaissance que en 2011, on enregistrait la construction de 82 salles de classe primaires dans la région. Et aujourd'hui, en 2019, nous avons pratiquement 730 salles de classe primaire dans la région. Donc, ceci est à apprécier sans oublier le fait qu'il y a eu des collèges qui ont été construits. De 1960 à 2010, il y a eu à peine 5 collèges qui ont été construits. Et de 2011 à 2019, 5 collèges qui ont été construits. Ainsi de suite, je pourrais vous citer ces différents efforts du gouvernement du président de la République Alassane Ouattara dans la région d'Unzi. Mais nous partons sur le principe que les attentes de population sont légitimement grandes et la visite d'État d'un chef d'un président de la République dans une région est synonyme d'accélération des efforts du gouvernement dans tous les différents secteurs sociaux attendus. Donc, les populations d'Unzi verront des améliorations palpables dans leur quotidien à partir de cette visite d'État pour aller davantage, beaucoup plus loin que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Armand Despeila du groupe Olympe, précisément de Soir Info. Je voudrais que vous reveniez sur l'ossature de la CEI que vous venez de présenter. Je voudrais savoir si cette ossature-là reflète les négociations que vous avez menées avec le Front populaire ivoirien et les partis qui lui sont proches. Ce nouveau format de la CEI, ça sort donc des négociations que vous avez menées, c'est la résultante des négociations que vous avez menées avec le Front populaire ivoirien et puis les partis qui lui sont proches. C'est ce que je voulais savoir. Merci, monsieur le ministre. Cette CEI est la résultante des négociations, comme je l'ai dit tantôt dans mon propos liminaire, avec les acteurs politiques, la société civile et toutes les parties prenantes, toute personne ou entité qui a un intérêt dans ces différentes élections, de façon inclusive. Donc, le parti que vous citez a été partie prenante dans toutes les négociations en question. Et ceci se reflète d'ailleurs dans la composition de cette commission électorale indépendante ainsi présentée. J'aimerais, avec votre permission, revenir sur certains éléments. D'ailleurs, ce sont des personnalités que vous connaissez par rapport à leur obédience ou bien leur fonction antérieure. M. Kone Sourou, qui était précédemment premier vice-président dans la commission électorale sortante, que le président de la République a bien voulu reconduire. M. Ibrahima Balo, qui est préfet de fonction, donc un homme d'expérience.
Vous avez M. Koulibaly Kuibert, qui est le secrétaire général du Conseil constitutionnel. M. Kwame Adjoumani, qui est le président de la LIDO, qui représente d'ailleurs la plateforme des organisations de la société civile. Vous avez Mme Salimata Porquet, qu'on ne présente plus du tout, qui est très active au niveau de l'Union africaine et de la CEDEAO, et qui représente la société civile aussi. Mme Yoli Bi, qui est membre sortante de la dernière CEI et qui a été commissaire régional en son temps. Vous avez M. Julien Gauze, qui est membre de l'APDH. Vous vous souviendrez que l'APDH est cette organisation qui a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et qui est représentée dans cette commission électorale indépendante. Vous avez Maître Yapobi, qui représente le barreau, M. Bamba Sindou, qui est le secrétaire général de la CNDH-CI, qu'on ne présente pas non plus. M. Traoré Mefoua, bien sûr, représente le RDR, il faut le relever. M. Émile Ebrotier, d'origine PDCI. M. Adia Awo, d'origine UDPCI. Mme Lagou Henriette, de l'opposition. M. Dogou Alain, dit Goba Maurice, qui est de la CEI sortante et d'ailleurs membre du FPI dont vous parlez, et M. Yapi Yapo, qui est membre du parti de M. Cabran Apia, je crois que c'est LMP. Donc vous voyez, pendant plusieurs mois, l'État de Côte d'Ivoire a pris la courtoisie de consulter et d'associer tous les différents acteurs pour aboutir à un résultat consensuel qui, je pense, l'est véritablement, qui devrait pouvoir nous permettre d'avoir des élections sereines pour l'année 2020. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonne arrivée à Kwaba Dimboko. Je suis Tipi Dakori de la radio locale. Monsieur le ministre, je vais intervenir au titre des divers. On n'est pas encore divers sur le Conseil précisément. Oui, après, sur le Conseil. Après, on va revenir sur les divers si vous le souhaitez. Ok. Je voulais savoir, ici, c'est la terre natale du président. Oui. Est-ce que l'épineux problème de la réouverture de l'usine Intexi et de la construction du pont sur la rivière Nzib sera quelque chose de très bien traité pour satisfaire nos populations? Comme vous avez été un MAP, me dit bonne arrivée, je vais répondre à votre question avant d'ouvrir les divers. Peut-être qu'il y a des questions sur le Conseil. Effectivement, nous en avons parlé. Le président de la République a marqué une attention particulière à ces dossiers et a instruit les ministres en charge à l'effet de trouver des solutions. Et d'ailleurs, le ministre en charge du commerce était déjà en discussion avec l'opérateur privé qui est détenteur des actifs de l'UTEXI pour pouvoir trouver les leviers pour sortir cette entreprise de la crise qu'elle connaît. Donc, c'est un sujet qui a été débattu. Sur le Conseil, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Bonsoir, Monsieur le ministre. Je suis Paul Paco du quotidien Le Mandat. Oui, allez-y. Monsieur le ministre, permettez-moi de revenir sur la nomenclature des membres de la commission centrale de la CEI. Votre téléphone, s'il vous plaît, messieurs, dames. Les membres de la commission centrale de la CEI. Oui, allez-y, je vous en prie. Dans la liste que vous aviez donnée, j'ai pu entendre des représentants de l'UDPCI, mais également du RDR, alors qu'aujourd'hui on parle du groupement politique RHDP. Je ne comprends pas très bien. C'est pour ça que je me suis empressé de souligner parti d'origine. Voilà, je dis origine UDPCI, origine PDCI, origine RDR. Voilà, sinon, dans la présentation que je vous ai faite, je vous ai dit RHDP, proposé par le RHDP, groupement politique au pouvoir, tel que les textes le recommandent. Sur le Conseil. Oui, monsieur. Oui, allez-y. Oui. Bonjour, c'est Kader Diaby de la radio de la paix. Je voudrais demander aux uns aux autres de m'excuser parce que moi je n'ai pas bien compris. C'est qu'il y a des mesures que le gouvernement avait prises pour loger le délai d'expiration des cartes nationales d'identité. Aujourd'hui, vous parlez du numéro d'identifiant gratuit. Bon, finalement, je ne comprends plus rien. Est-ce que vous pouvez détailler plus? Est-ce que ce numéro d'identifiant gratuit va remplacer la carte d'identité qui, dans le temps, avait créé beaucoup de polémiques? Non, il n'y a pas de polémique. J'aimerais vous rassurer à ce niveau. Ce n'est pas un nouveau dispositif. Ce sont des précisions
nécessaires pour la mise en place des financements de notre opération d'identification, les besoins complémentaires de financement de notre registre national. Donc, les mentions telles que la gratuité n'étaient pas indiquées dans les précédents textes. Donc, ce décret vient relever cette nuance importante pour que d'ailleurs les bailleurs de fonds nous réclament. Sans oublier le fait qu'il fallait que la solution qui est en train d'être opérationnalisée, il faut qu'il soit mentionné dans les tests. Et cela ne l'était pas avant, que ce sont des solutions informatiques ouvertes, pour ne pas qu'il y ait d'inféodation de notre dispositif informatique avec des constructeurs de quelque nature que ce soit, de sorte à ce que demain, l'État de Côte d'Ivoire, en choisissant X ou Y, puisse continuer à opérationnaliser son dispositif informatique. Donc ce sont des mesures juste techniques formulées en décret, en document réglementaire pour permettre aux différents bailleurs de fonds de l'État de Côte d'Ivoire à avoir les leviers pour pouvoir aller chercher les ressources pour compléter le financement de son dispositif. Voilà. Merci beaucoup. Allez-y. Bonjour, Monsieur le ministre. Je Kofo, journaliste à l'Intelligence d'Abidjan. Oui. Moi, je voudrais revenir un peu sur la CEI. Allez-y. Tout à l'heure, le gouvernement, en vous entendre, a validé, je veux dire, la loi sur la CEI. Le gouvernement a donné la nomenclature de la CEI centrale, alors qu'on sait que le président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, en rentrant en Côte d'Ivoire hier, a dit comme ça, il a donné 5 conditions, mais je vais en passer. Il a dit comme ça que parmi les 5 conditions, pour aller à une élection apaisée en 2020, il fallait une réforme approfondie de la CEI. Alors aujourd'hui, quand vous donnez la liste, je veux dire la nomenclature de la CEI centrale, ça dit que le gouvernement se passe finalement du PDCI et de tout ça, ce débat-là. On décide d'avancer sans le PDCI, sans peut-être ce qui se passe autour. Bon, votre question est en même temps sur le Conseil et puis en même temps dans les divers. Déjà, le gouvernement ne valide pas la loi sur la CEI. La loi sur la CEI a été adoptée en août 2019. Donc, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'était la loi portant recomposition de la CEI. Donc, l'acte avait déjà été posé. Et c'est un long processus qui a vu la contribution de toutes les parties prenantes, y compris le PDCI, y compris les envoyés, membres du parti de la haute personnalité que vous avez d'ailleurs cité. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'aboutissement, à la clôture d'un processus, et cela se reflète d'ailleurs dans les résultats. L'État de Côte d'Ivoire n'a imposé personne à qui que ce soit. L'État de Côte d'Ivoire a sollicité, selon les règles, selon la procédure en vigueur, les différentes entités. Je rappelle que de façon égalitaire, selon la loi, les groupements politiques au pouvoir ont droit à 3 places. Les groupements politiques de l'opposition ont droit à 3 places. Et chacune des entités ont été sollicitées et ont fait des propositions. Donc maintenant, je ne vais pas commenter les propos d'une autre personnalité, mais il faut juste relever que la politique de la chaise vide ne paye pas. Donc si on veut contribuer, il faut être là à la table de discussion pour venir contribuer. Voilà, donc ce sont des commentaires, ce sont des propositions, mais bon, l'État de Côte d'Ivoire avance. Merci. Je pense qu'il y a un sujet qui est important que vous n'avez pas adressé avec votre permission. C'est le projet de décret portant déclaration publique, déclaration d'utilité publique des périmètres pour le projet de construction de 3 échangeurs à Abidjan. Je pense qu'il est important que vous sachiez cela parce que chacun de nous, on l'a vécu, on a vécu la crise socio-politique
Et nous avons constaté, chacun de nous, le flux massif de personnes dans le district d'Abidjan, et ceci a entraîné d'ailleurs le fait que la population du district d'Abidjan est passée de 3,4 millions en 2018 à environ 4,7 millions en 2014, soit un taux de croissance qui a été constaté, un taux de croissance annuel de 2,1%. En réalité, cette population augmentant devrait atteindre d'ici 2030 près de 8,4 millions, rien que dans le district d'Abidjan, selon le schéma directeur. Et donc, il était important, au vu des différents désagréments que connaissent les populations aux heures de pointe dans le district d'Abidjan, de trouver des solutions, puisque les ralentissements sont source souvent d'accidents et souvent de beaucoup de désagréments pour les uns et les autres. C'est ainsi que le boulevard Mitterrand que vous connaissez, c'est le boulevard qui relie la commune de Cocody à partir du carrefour qu'on appelle carrefour de la vie jusqu'à la commune de Bingerville, est vraiment source de beaucoup de problèmes pour les uns et les autres. Les 3 carrefours qui sont concernés par ces 3 ponts, 3 échangeurs qui vont être construits, ce sont pour l'essentiel les... attendez que je retrouve. Voilà, ce sont l'école de police, le carrefour de l'école de police, à la Riviera 3. Vous connaissez ces différents endroits. Et enfin, la Riviera Palmeraie. Donc, c'est un investissement d'environ 5 milliards de francs CFA qui va être fait pour dédommager les 322 biens qui vont être affectés par ce projet et les 437 personnes qui seront affectées, sans oublier les 9 bâtis qui vont être certainement détruits. Donc, les mesures ont été prises selon la réglementation en vigueur pour que ces personnes qui doivent être dédommagées reçoivent leur dû en temps et en heure. Je pense que c'est un projet important pour notre circulation, à bien qu'il était bon de relever. Mesdames et messieurs, les points divers, si vous souhaitez. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Adama Bakayoko de Radio Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes dans la région depuis quelques jours déjà et dans tous nos reportages, la question de l'orpaillage en revient. Notamment, les populations se plaignent